Merci de nous retrouver sur iRadio, ITV, emedia.sn. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le jury du dimanche de JDD. En ce dimanche 22 octobre 2023, nous avons le plaisir de recevoir le tout nouveau ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Il était, avant sa nomination à ce poste, ministre auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile. Biram Faye a aussi occupé les postes de directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, mais aussi celui de DG de l'agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Il est aussi le coordonnateur national de la Task Force républicaine. Monsieur Biram Faye, bonjour et merci. Bonjour Aïssatou, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez pour que je puisse parler à nos compatriotes, les concitoyennes et les concitoyens. À travers vous, je salue également tous vos collègues et je salue aussi en tout cas tous ceux qui nous suivent dans le cadre de cette émission. Alors, nos compatriotes très intéressés justement par la hausse des prix, la hausse des prix de façon globale et la hausse de l'électricité. Biram Faye, le 1er janvier 2023, l'État du Sénégal avait procédé à un réajustement des tarifs de vente au détail exclusif de l'électricité avec une nouvelle grille tarifaire de la Sénélec, une hausse qu'avait intégré les consommateurs sénégalais jusqu'à ce que récemment, l'on constate de façon unanime, quasiment, une hausse des factures d'électricité. L'État du Sénégal affirme toujours n'avoir opéré aucun changement sur la tarification. Alors, comment l'ancien directeur général de l'AM que vous êtes comprend-il ou arrive-t-il justement à expliquer cette situation aux consommateurs? Bon, c'est compréhensible à mon niveau et ça devrait l'être aussi au niveau de nos concitoyennes et de nos concitoyens parce qu'il faut d'abord retenir que beaucoup d'efforts ont été faits pour renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais avec l'homologation des prix, des denrées de consommation courante, des denrées de première nécessité, avec l'augmentation aussi des salaires à travers... Une homologation que vous avez du mal à maîtriser. Hein? J'en arrive à cette étape. Je parle du processus. Avec l'augmentation du pouvoir d'achat, à travers la diminution de l'impôt sur les revenus, je pense que tous les travailleurs l'ont senti, qu'ils soient dans le public comme dans le privé, avec l'augmentation aussi des salaires, avec aussi beaucoup de recrutement dans le cadre de la fonction publique et dans le cadre également du secteur privé. Pour la Sénélec, il faut aussi retenir que nous sommes passés, le Sénégal est passé de 400 MW en capacité de production à 1700 MW aujourd'hui. Donc nous sommes presque excédentaires en fait. Nous exportons même dans quelques pays, par exemple la Gambie. Et à part peut-être la vétusté du parc, je pense que en termes de production, nous sommes passés de 400 MW environ à 1700 MW avec une diversification des sources d'énergie, avec aussi le respect de l'environnement, avec 30% d'énergie propre. Même au niveau des villages aussi, nous avons augmenté de façon substantielle, en tout cas le nombre de villages qui ont aujourd'hui l'électricité. Bon, dans le contexte actuel, je pense que l'année dernière, la compensation de l'État au profit des consommateurs à travers la Sénélec était à hauteur de 300 milliards. Donc il était question en janvier de procéder à un réajustement, et un réajustement qui n'impacte pas, qui ne concerne pas en vérité la tranche sociale qui concerne la majorité des consommateurs, parce que c'est environ 1700 consommateurs qui sont dans la tranche sociale. Donc le réajustement qui a été opéré... La classe moyenne ou... Non, c'est la classe sociale. C'est la plupart en tout cas des consommateurs qui ne sont pas considérés comme de gros consommateurs, comme les entreprises, ainsi de suite. Ils consomment 150 mégawatts le mois. Voilà, exactement. Donc il y avait 300 milliards de compensation l'année dernière. L'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts pour renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalais à travers des subventions, surtout au niveau de l'électricité. L'année dernière, on était à 300 milliards de subventions ou de compensations, si vous voulez. Donc depuis janvier, l'État a procédé à un réajustement avec 100 milliards quand même enlevés au niveau de cette subvention. Mais ces réajustements, encore une fois, n'impactent pas, ne concernent pas la majorité des consommateurs, ce qu'on appelle dans le jargon la tranche sociale.
C'est environ 1700 consommateurs. Maintenant, bon, de janvier à aujourd'hui, les gens ne l'ont pas senti peut-être. Nous sommes en période de chaleur. C'est pourquoi il y a quelques quand même consommateurs qui commencent à le sentir. Mais bon, le président a donné des instructions pour que quand même des mesures soient prises, en tout cas pour renforcer davantage les efforts qui ont été consentis pour aider et en tout cas alléger les... Alors, en période de chaleur, c'est l'explication qu'a donnée également Bité, le directeur général de la Sénélec. Mais Birame Faye, on est d'accord que être en période de chaleur, oui, la consommation augmente naturellement, mais est-ce qu'elle devrait doubler ou même tripler pour certains cas? Bon, en vérité, bon, il y a une commission qui a été installée entre la Sénélec et les consommateurs, à travers, je pense, votre consoeur qui est en train de porter le plaidoyer au profit des consommateurs. Nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous des Sénégalais. Donc, c'est des décisions et des mesures qui nous concernent directement. Je vous ai expliqué exactement ce qui s'est passé dans le secteur. Nous avons fait des efforts énormes en passant de 400 MW à 1700 MW avec une diversification des sources d'énergie, avec le respect aussi, en tout cas de l'environnement, avec 30% d'énergie propre. Oui, mais le Sénégalais, Birame Faye, ce qu'il souhaite, c'est comme avec l'oignon. Vous allez me dire, on produit plus d'oignons qu'on a besoin ici au Sénégal, mais l'oignon était passé de 400 francs à 1600, 1300, 1400. Bon, avec l'électricité, vous ne pouvez pas me dire qu'on produit suffisamment, qu'on arrive même à exporter et que le Sénégalais lambda, lui, ce qu'il sent, ce n'est pas qu'il y a assez d'électricité, mais c'est que... Non, ce n'est pas les Sénégalais lambda, oui. Peut-être c'est des Sénégalais comme vous et moi. Oui, des Sénégalais comme vous et moi, avec des revenus assez faibles. Ce qu'ils sentent, ce n'est pas la disponibilité de l'électricité tout le temps, mais c'est les prix. Parce que leur portefeuille également, il est important pour eux. On produit assez, oui, mais si c'est devenu plus cher, est-ce que ce n'est pas un peu... Non, ça veut dire que je vous ai expliqué qu'il y avait une compensation de 300 milliards qui a été revue à la baisse. Et en vérité, le fait que ça soit revu à la baisse aussi, ça n'impacte pas, en tout cas, ça ne concerne pas, ça n'agit pas directement sur l'essentiel des consommateurs qui sont organisés dans la tranche sociale. C'est environ 1700 consommateurs. Maintenant, la plupart, peut-être, c'est les gens qui sont considérés comme de gros consommateurs. Et avec tout ça également, le président a donné des instructions fermes à travers le ministère de l'Énergie pour que des décisions soient prises, en tout cas pour renforcer davantage le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est pourquoi la Sénélec est en discussion avec les consommateurs à travers toutes ces plateformes qui portent le plaidoyer au profit des consommateurs pour que la situation soit revue. Maintenant, nous sommes dans un monde quand même qui a ses difficultés. Des fois, au-delà des facteurs endogènes aussi, c'est des facteurs exogènes. Il y a la guerre entre Russie et l'Ukraine, il y a l'augmentation aussi du prix du baril du pétrole. Bon, il y a aussi la Covid qui est passée. Donc, il y a des difficultés partout dans le monde. Donc, ces difficultés aussi n'épargnent pas le Sénégal. Mais il faut retenir surtout ces efforts substantiels qui ont été et qui sont en train d'être faits par l'État du Sénégal à travers les différents exemples que je viens de donner tout à l'heure, la diminution de l'impôt sur le revenu, le renforcement des salaires des travailleurs, l'augmentation aussi des personnes recrutées dans le cadre de la fonction publique et la subvention qui est faite. En tout cas, c'est beaucoup de prix de consommation courante, beaucoup de prix, beaucoup de denrées de première nécessité. Et parmi ces denrées, parmi ces produits qu'on utilise quotidiennement, le pain, une hausse du pain est également atteignue après celle des prix des denrées de consommation courante. Macky Sall avait été élu en 2012, Birame Faye, sous la promesse d'une baisse du coût de la vie au Sénégal. Alors, 12 ans après, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, tout ne peut pas marcher, mais beaucoup a été fait. Parce que quand nous arrivions au pouvoir quand même, d'abord nous avions pris le temps de faire le tour du Sénégal pour recruter tout le monde. Et sur la base de ces éléments d'information, nous avions élaboré notre projet de société soumis à l'appréciation du peuple souverain sénégalais. À l'époque, il y a 3 secteurs qui tiraient principalement l'économie, les banques, les services et les télécoms. Donc c'est la raison pour laquelle le plan Sénégal a été élaboré avec ces 3 axes principaux. Renforcer en tout cas la structuration de l'économie, le pouvoir d'achat, créer beaucoup de richesses et d'emplois, le développer aussi le capital humain avec l'élargissement de la protection sociale, renforcer la paix, l'intégration africaine et la sécurité. Donc aujourd'hui, si nous devions en tout cas, si nous devons parler de bilan, nous pouvons constater que tous les secteurs de la vie socio-économique bougent. De grands efforts, de grands pas en tout cas,
ont été effectués dans tous les secteurs de la vie économique. Tous les secteurs, encore une fois, de la vie économique. Quand nous arrivons au pouvoir, le taux de croissance était à 1,6%. Aujourd'hui, nous nous tendons directement à un taux de croissance à 2 chiffres. 8%, 9% déjà. Mais sur le terrain, ça ne se sent pas, Birame Faye. Le taux de croissance à 2 chiffres, le Sénégalais, il ne le comprend pas, il ne le sent pas. Et aujourd'hui, le Sénégal quand même, est la première économie, en tout cas, dans la sous-région. Dans tous les secteurs de la vie socio-économique, l'agriculture, l'élevage, avec l'augmentation des productions, le prix qui est devenu plus rémunérateur, plus de problèmes dans le cadre des semences, ainsi de suite. L'élevage, le tourisme, l'éducation. À l'époque, quand le président était étudiant, le ticket pour le déjeuner coûtait 110 francs. Aujourd'hui, 30 ans après, le ticket coûte 100 francs au profit de l'étudiant. Donc tous les secteurs, tous les travailleurs ont vu leur pouvoir d'achat renforcé. Et qu'en est-il du niveau de vie des Sénégalais, Birame Faye? Est-ce qu'il s'est amélioré entre 2012 et maintenant? Moi, je parle de choses factuelles. Je parle de taux de croissance, je parle en tout cas d'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Maintenant, la population est passée à 18 millions. On ne peut pas avoir une situation unanime, mais quand même des efforts substantiels. Et les difficultés sont partout aujourd'hui dans le monde. Allez dans les pays qui sont considérés comme les pays développés. Tous les jours, les gens râlent dans les rues. Tous les jours. États-Unis, France, dans la sous-région, c'est pareil. Les problèmes, voilà, donc c'est partout. Mais aujourd'hui, quand même, le Sénégal est un pays en voie de développement. Comme on dit en Wolof, ça fait mal partout. C'est comme un vieillard, quoi. Comme on dit, fait mon magla, quoi. Donc tout est priorité. Mais ça fait mal partout. Il faut agir. Mais quand même, de 2012 à aujourd'hui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, Senghor a beaucoup fait, c'est vrai, surtout en termes de renforcement en tout cas de la nation, d'union dans la diversité. Le président Abdou Diouf a beaucoup fait dans le cadre de la consolidation de l'État du Sénégal. Le maître Abdoulaye Wade a décomplexé le pays en démarrant des infrastructures, même si nous pouvons discuter sur les prix, l'opportunité et les coûts. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que le président, le bilan qu'il a réalisé dans tous les secteurs de la vie socio-économique dépasse très largement le bilan cumulé de ses 3 prédécesseurs, avec tout le respect que je leur dois. Oui, mais il avait été élu justement pour faire mieux que ses prédécesseurs. En 12 ans, Birame Faye, on a l'impression de marcher en reculant. Les gens se plaignent pratiquement des mêmes choses. Non, mais tout le monde ne se plaint pas. Peut-être il y a une partie de la population qui se plaint. La majeure partie de la population, Birame Faye. Non, le coût de la vie, il touche tout le monde. Mais le coût de la vie touche l'accès à la santé, les problèmes d'accès à la santé, les problèmes d'accès à l'éducation. Avec la gratuité, en tout cas, de beaucoup de projets, l'hémodialyse, la césarienne, les enfants de 0 à 6 ans, les marqueurs sociaux, les bourses de sécurité familiale qui touchent 400 000, presque 1 million de nos compatriotes, la couverture maladie universelle, le PIDC, Promoville. Donc vraiment, beaucoup d'efforts, d'énormes efforts ont été faits et sont en train d'être consentis par le gouvernement, par le chef de l'État, en tout cas pour renforcer le pouvoir d'achat de nos Sénégalais, pour renforcer en tout cas les conditions de vie de nos compatriotes. Alors, je parle de tous les secteurs. Si nous avions le temps, on pourrait prendre secteur par secteur. Maintenant, bon, forcément, il faut qu'il y ait des problèmes. Et le Sénégal n'est pas un pays isolé. Il y a des facteurs endogènes, c'est vrai, mais il y a beaucoup de facteurs aussi exogènes, comme les guerres dans le monde, entre le Hamas et l'Israël, en Palestine, la Russie, l'Ukraine, la Covid qui est passée par là, oui, la et le COVID, pays a été résilient. C'était en 2020. La guerre en Ukraine en 2022. Mais jusqu'à présent, l'Ukraine, entre la Palestine, Hamas et Israël, le baril du pétrole a augmenté de façon considérable. Dans le cadre de la Sénélec, il faut reconnaître aussi que nous étions à 400 mégawatts. À l'époque, comme on dit, on a l'électricité aujourd'hui, mais à l'époque, c'était les groupes électrogènes. L'électricité, il faudra remercier le plan Dacal. Non, écoutez, vous savez, même quand Wade est venu, on a dit qu'il a appliqué les programmes laissés par Wade. Donc quand Macky vient, on dit qu'il applique les programmes laissés par... Même quand Wade est venu, les gens ont dit, ouais, c'est des programmes laissés par Diouf. Nous, encore une fois, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, un président de la République qui a le meilleur parcours politique institutionnel au monde. Parce que c'est Dieu qui décide, peut-être avec son mérite personnel, mais en termes de parcours politique, parcours institutionnel, ben, moi je ne vois pas photo dans le monde.
En termes d'élection aussi, c'est le président le mieux élu dans toute l'histoire politique du Sénégal et qui a pris une décision historique. Historique, c'est vrai, parce que nous avons aussi une démocratie. Senghor est parti, il ne s'est pas accroché au pouvoir, c'est vrai. Diouf fait partie, il a été battu par Wade et il a reconnu sa victoire en appelant Wade avant la proclamation officielle des résultats. Valable aussi pour Wade qui a remercié le président Macky Sall. Mais le président Macky Sall a fait mieux et plus que tout le monde. Il a accepté de ne pas se présenter à un deuxième quinquennat alors que la loi lui donnait l'autorisation de le faire. Et ça a renforcé la démocratie du Sénégal. Ça, c'était au Conseil constitutionnel de trancher. Oui, mais il y a la jurisprudence 2011-2017. Donc la décision logique et cohérente de la Conseil constitutionnel c'était connu d'avance. Parce que quand le Conseil constitutionnel a été consulté, le Conseil a dit que le mandat de 7 ans est hors de portée. Et là, même, dans le même contexte aussi, Wade a bénéficié d'un 3e mandat ou d'un 2e quinquennat. Donc la loi, elle est claire. La Constitution, les critères qu'il faut remplir pour être candidat, ben, ils sont clairs. Il faut avoir entre 35 ans et 75 ans, il faut jouir de ses droits, il faut parler, écrire officiellement la langue française, ainsi de suite. Et voilà, donc la loi, elle est là, elle est claire. Voilà, le Conseil constitutionnel est clair, la jurisprudence, elle est claire, le contexte actuel aussi. C'est la jurisprudence Abdoulaye Wade de 2012, justement, qui avait amené Macky Sall à initier le référendum de 2016 pour éviter... C'est différent. Parce qu'à l'époque, quand même, c'était un contexte de vice-présidence à l'Assemblée nationale. Il y avait aussi des émeutes sur l'électricité. Donc les contextes, quand même, sont un peu différents, même s'ils sont un peu semblables, au fait. Mais il y a une nuance, quand même, pour ne pas dire une grande différence. Donc vous êtes d'accord avec moi, et tout le monde est d'accord avec moi, que le président Macky Sall avait là le droit, légalement, d'aller quand même chercher un deuxième. Vous ne pouvez pas dire que je suis d'accord avec vous sur ça, il ne pouvez pas dire que tout le monde est d'accord avec vous, parce que les juristes sont partagés sur la question. Oui, le droit, quand même, on l'interprète, c'est vrai, mais quand même une décision déjà prise dans le passé 2 fois, c'est une jurisprudence. Une décision prise dans le passé et contestée par le président Macky Sall à l'époque. En 2012, hein. En 2012, il disait que Abdoulaye Wade n'avait pas le droit de briguer un 3e mandat, même s'il a respecté la décision du Conseil constitutionnel après. Très bien. C'est-à-dire que nous étions légalistes, nous le sommes et nous le resterons. Nous sommes des républicains. Ce n'est pas pour rien que notre parti s'appelle l'Alliance pour la République. Nous avions dit à l'époque qu'il n'avait pas le droit d'être candidat, d'accord. Mais quelle que soit la décision rendue par notre justice, nous étions dans les dispositions et nous étions prêts à accepter cette décision. Et quand la décision a été prise, nous étions le seul parti, la seule coalition à quitter la place de l'Obélisque, à aller battre campagne sur plus de 90 000 km et à être à l'écoute de nos compatriotes. Donc logique pour logique aussi, nous étions dans les dispositions d'accepter la décision qui devrait être rendue par la justice de notre pays. Contrairement à l'opposition qui, quand la décision... Et accepter une décision ne veut pas dire que vous trouvez qu'elle est juste. Non, vous l'avez acceptée. Elle est légale. Ah, elle était légale selon vous à l'époque. Mais vous savez qu'elle est légale et vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit. Quand le Conseil constitutionnel donne une décision sur une question 2 fois, quand même, nous pouvons nous attendre à ce que cette même décision soit rendue par les mêmes juges qui sont très bien formés, qui ont de l'expérience et qui connaissent le sens aussi de leur mission. Donc là, je pense que quand même le président Macky Sall a renforcé la démocratie, la paix, l'état de droit, les fondements de la République et a fait beaucoup d'efforts quand même dans le cadre quand même de tous les secteurs de la vie socio-économique. Aujourd'hui, le Sénégal est respecté davantage à travers le monde. Le Sénégal rayonne partout parce que la décision historique, la décision historique est inédite et qu'il a prise quand même a fait de telle sorte que les Sénégalais sont devenus davantage fiers de leur président. Et je pense quand même que ça a contribué à apaiser le climat. Et aujourd'hui, tous ces gens qui sont d'accord sur quand même le leadership du président, tous ces gens qui sont d'accord sur le bilan du président et qui n'avaient un seul problème avec le président, c'est la candidature, devraient aujourd'hui se retrouver autour de l'essentiel, quand même pour travailler davantage sur l'émergence du Sénégal, renforcer la paix dans un contexte difficile, surtout sur le plan de la sécurité, avec les G5 Sahel, les coups d'État. Et le Sénégal est un pays quand même qui n'a jamais connu de coup d'État, de guerre civile ou d'actes terroristes majeurs. Donc c'est une situation que nous devons renforcer. Quelle que soit maintenant la différence dans le cadre de mon point de vue. En tout cas, c'est clair, Macky Sall, il ne participe pas. Votre candidat, c'est Amadou Ba. Quelles devront être, selon vous, les priorités, Birame Faye, du prochain président de la République du Sénégal? Bon, nous, au moins, nous ne sommes pas dans les pilotages à vue.
Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'au Sénégal, depuis longtemps, nous avons quand même vu des plans de développement, des plans de réduction de la pauvreté, le document stratégique de réduction de la pauvreté avec ses différentes générations, la stratégie pour la croissance accélérée, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand même, c'est la base d'un projet de société, d'un programme politique du gouvernement. Le cap est clair, la vision elle est claire. Nous voulons faire, et nous sommes en train de le faire, du Sénégal un pays émergent, faire partie des BRICS, comme le Brésil, la Russie, l'Inde, South Africa, ainsi de suite, d'ici à 2035. Et puis, nous devons être plus optimistes et plus confiants. Parce que quand nous élaborions ce programme, le Sénégal n'avait pas encore découvert le gaz et le pétrole. Donc nous avons visé à l'époque l'émergence en 2035, mais avant 2035, le Sénégal peut être bel et bien un pays émergent. Nous sommes en 2023, presque en 2024. Oui, mais le pays marche, le taux de croissance avance, tous les secteurs bougent. Aujourd'hui quand même, la vision elle est claire. Les priorités du candidat Amadou Ba, d'abord c'est s'inspirer, parce qu'il a trouvé un parti politique qui n'a plus rien à prouver dans ce pays. Un parti qui a élu un président en l'espace de 3 ans, qui a été créé dans un contexte difficile. Une coalition. J'en arrive à la coalition, avec la convocation de quelques structures de l'État pour qu'elles soient auditionnées au niveau de l'Assemblée nationale. À l'époque, il y avait le ministère de l'Intérieur par rapport à la lenteur constatée dans la livraison des passeports, le port autonome de Dakar, l'APEX, Dakar Demdik. Et c'est une mission quand même de l'Assemblée qui a 3 missions principales. Voter, légiférer, voter les lois, examiner et contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques depuis 2016 avec le référendum. Une avancée majeure obtenue par le Sénégal grâce au président Macky Sall. Donc le candidat Amadou Ba trouve ce parti, quand même, qui a fait ses preuves. Une grande coalition, la coalition qui a le plus duré dans toute l'histoire politique du Sénégal. En 2000, 9 mois après, l'AFP était parti, je pense. 11 mois après, le PIT était parti. 5 ans ou 4 ans après, la LD était partie. Aujourd'hui, 12 ans après, l'engagement qui a été pris par le chef de l'État, gagner ensemble et gouverner ensemble, cet engagement est en train d'être respecté. A été respecté jusqu'ici et sera encore respecté davantage. Donc nous avons une coalition forte, composé de plus de 500 partis, organisations, ainsi de suite, composé d'hommes d'expérience, des hommes d'État qui ont incarné l'État à tous les niveaux, qui ont une expérience politique intègre, compétente. Donc ils trouvent un grand parti, ils trouvent une très grande coalition. Ils doivent encore s'appuyer aussi sur le bilan. Parce que le président, même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui... Je ne parle pas de sa stratégie, je n'ai pas posé une question sur sa stratégie, j'ai posé une question sur ses priorités en 2024. Vous posez vos questions et je donne mes réponses, madame. Oui, mais donnez des réponses quand même claires et concises. Oui, mais je ne suis pas sur des étapes, je suis sur un processus pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre davantage ce que nous sommes en train de dire. Il va trouver également un bilan. Un bilan, je l'ai dit, on est passé de 1,6% à 8,9% et bientôt un taux de croissance à 2 chiffres, malgré les difficultés que j'ai citées tout à l'heure, les guerres, la Covid, ainsi de suite. Dans le plan Sénégal émergent, nous sommes à l'étape du PAP 3. Donc c'est un PAP 3 que nous devons juste réadapter en fonction du contexte actuel. Et la formation du gouvernement quand même, a révélé davantage les priorités. L'emploi des jeunes, beaucoup d'efforts ont été faits, mais il reste des choses à faire. Parce que quand même, vous prenez 3/4 de la population, 75% des Sénégalais, c'est des gens qui ont moins de 35 ans. Donc nous sommes passés à 18 millions de Sénégalais dans le cadre du dernier recensement. 18 Donc malgré tous les 600. efforts que nous avons faits, 1,5 milliard par an récemment sur 3 ans, la fusion des institutions qui sont dans le domaine de l'emploi, malgré tous ces efforts, quand même, il y a des problèmes parce qu'il y a l'immigration irrégulière, même s'ils dépensent plus quand même des montants qu'ils peuvent utiliser en restant ici. Donc les priorités, c'est ça, c'est travailler davantage quand même à réduire le coût de la vie, renforcer l'emploi des jeunes. Le secteur qu'il m'a confié, par exemple, devra jouer quand même un rôle important. Parce que le secteur informel est le premier secteur pourvoyeur. On y revient tout de suite. Le secteur informel, on a une large fenêtre sur le secteur informel. C'est le premier secteur pourvoyeur de revenus dans notre pays. C'est le premier secteur pourvoyeur d'emploi. Et l'artisanat aussi, avec presque 1 million d'artisans, compte tenu des artisans non répertoriés et qui ne figurent pas pour le moment sur le fichier. Avec 10% de participation aux produits intérieurs bruts. Donc c'est un secteur stratégique qu'il m'a confié.
et qui devra en tout cas jouer davantage un rôle extrêmement important. Alors, toujours en perspective à cette présidentielle, le camp présidentiel, on l'a dit tout de suite, a choisi Amadou Ba, le Premier ministre, comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, un choix qui n'a pas fait l'unanimité au sein de la majorité. Birame Faye, on note une scission ou un début de scission dans votre coalition, avec d'importants départs de hauts cadres qui quittent quand même le parti, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao et j'en passe. Êtes-vous surpris, justement, Birame Faye, par cette multitude de déclarations de candidature au sein de votre parti? Surpris, non. Non. D'abord, je remercie le président pour la décision historique, inédite et extraordinaire qu'il a prise, qui nous a rendu beaucoup plus fiers d'être Sénégalais, et qui fait que le Sénégal est davantage respecté à travers le monde et qui renforce la démocratie sénégalaise. Je félicite également le Premier ministre Amadou Ba, qui a été choisi après un long processus de consultation inclusive, qui a été désigné comme candidat, comme notre porte-étendard, le parti, la coalition et la majorité présidentielle élargie. C'est un homme d'État avec quand même beaucoup d'années d'expérience, un inspecteur des impôts, bon, qui n'a pas de problème et puis qui connaît vraiment l'État. Donc nous sommes optimistes et confiants par rapport au choix qui a été fait par la coalition Benno Bokk Yakaar sur notre camarade, le Premier ministre Amadou Ba. Donc nous le félicitons et nous lui marquons également notre disponibilité à l'aider à réussir sa mission. Et nous travaillons pour une victoire au premier tour et c'est une victoire qui est à portée de main. Maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un État démocratique, c'est la liberté d'association et d'expression. Nous avons plus de 400 partis politiques. Voilà, c'est un contexte inédit en vérité. La consultation présidentielle à laquelle nous acheminons, c'est un contexte inédit parce que le président qui organise l'élection ne participe pas à l'élection. Donc certains disent que oui, il soutenait le président, peut-être le compagnonnage est arrivé à son terme. Mais logique pour logique, les gens qui ont été choisis par le président pour participer à la mise en œuvre de sa vision sont comptables de notre bilan. Donc ils devraient aujourd'hui se retrouver autour de l'essentiel. Ça, c'est un deuxièmement. Pour la plupart, c'est des gens qui sont d'accord avec le président, qui sont d'accord sur le bilan du président, mais qui n'étaient pas d'accord peut-être sur le mandat. Il n'y a plus de mandat, le président a pris une décision historique quand même de ne pas chercher en tout cas un deuxième quinquennat. Donc logiquement, cohérence pour cohérence, c'est des gens qui devraient aujourd'hui, en tant que quand même acteurs du bilan, accepter de se retrouver autour de l'essentiel, parce que c'est le camarade, le prince Amadou Ba qui a été choisi après un long processus sur la base de consultation inclusive avec tous les candidats. Donc je tends la main à tous ces gens-là, quand je lance un appel, à tous ces gens issus de la majorité qui sont des camarades, des frères et des amis. Aly Ngouille Ndiaye, Boun Dionne, autant qu'ils sont, nous avons passé d'excellents moments, nous avons fait de très belles choses pour ce pays. Ils ont le droit d'être candidats, d'avoir des ambitions, mais la logique voudrait quand même aujourd'hui qu'ils acceptent la décision du président. Parce que quand il y a une contradiction, on ne peut pas créer un parti politique. On donne les coups de franche au chef du parti, qui nomme à tous les postes politiques avant notre accession au pouvoir. Et ça n'a jamais posé problème. On arrive au pouvoir de 2012 à aujourd'hui, c'est le président de la République, chef de l'État, chef de notre parti politique et patron de la coalition qui nomme qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, dans le parti comme dans l'État, et ça n'a jamais posé problème. Je pense à 6 mois ou 4 mois de la consultation présidentielle électorale, on ne devrait pas refuser à ce leader, choisi librement et volontairement, et qui a tout aussi pour notre leader, son expérience, son parcours politique, son parcours institutionnel, sa carrière d'homme d'État, les réalisations qu'il a faites pour ce pays et les perspectives qu'il a encore pour ce pays. Nous devons honorer le président, parce qu'il peut aller où il veut après. Il est préparé à ça. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'organiser des primaires? Non. Pour éviter toutes ces frustrations? Les primaires créent plus de problèmes. Même dans les pays développés, en France et aux États-Unis, c'est les primaires qui sont à l'origine de la cassure de ces formations politiques. L'IMP et le Parti socialiste, par exemple. Parce que les déchirures ne sont pas forcément recollées après. Et nous n'avons pas la culture des primaires en vérité. Voilà. Donc, même si on utilise les députés aussi, c'est pareil. Donc pour moi, nous sommes dans un pays de dialogue. Le Sénégal est un pays de dialogue, de consensus. Nous avons mis en place une commission acceptée par tous,
Et carte blanche a été donnée par l'APR au président de la République, chef de notre coalition. Carte blanche a été faite aussi au président par Benno Bokk Yakaar. Et tous ces gens dont vous parlez, c'est des gens qui étaient avec nous et qui sont comptables de notre bilan et qui n'ont jamais contesté les décisions du président. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais la logique voudrait aujourd'hui qu'ils soient avec le président. Le président mérite mieux et plus que ça. Nous devons l'honorer et lui organiser quand même une issue, en tout cas une sortie honorable. Excusez de la... Alors, en attendant, la course au parrainage pour la présidentielle de février prochain est lancée depuis début octobre. L'opposant Ousmane Sonko, radié des listes électorales il y a quelques semaines, a eu une première victoire, une toute première victoire contre l'État du Sénégal jeudi 12 octobre. Le tribunal de Ziguinchor a annulé sa radiation des listes électorales et a ordonné sa réintégration sur les listes. Alors, non content de cette décision, l'agent judiciaire de l'État s'est finalement désisté de son action en récusation contre le juge du tribunal de Ziguinchor. Alors, comment, justement, comprenez-vous la démarche de l'agent judiciaire de l'État? Bon, il y a victoire, il n'y a pas victoire, c'est selon. Nous, en ce qui nous concerne, quand même, je l'ai dit tantôt, nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. Nous acceptons, nous saluons et nous respectons la justice, les juges et les décisions rendues par cette haute institution. Nous avons des juges qui ont réussi un concours difficile et sélectif, le centre de formation judiciaire, après 4 ans, après l'obtention d'une maîtrise après 4 ans ou d'un master après 5 ans, et 2 années passées au niveau des centres de formation judiciaire. Nous avons de bons juges bien formés, qui ont beaucoup d'expérience et qui ont un sens élevé du devoir et connaissent très bien leur mission. Donc nous ne valons pas plus que ces juges-là. Nous devons respecter ces juges, respecter toutes les institutions. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des gens qui contestent les décisions de justice et qui utilisent la même loi, les mêmes droits et les mêmes procédures aussi pour obtenir gain de cause. Donc il y a une contradiction, il y a un paradoxe par rapport au comportement de l'opposition ou d'une partie de l'opposition. Ils ne peuvent pas complètement bouder la justice. Vous ne pouvez pas attaquer la justice et passer par la justice. Ça n'a pas de sens, c'est aberrant. Ces gens, les juges ne sont pas des extraterrestres. Ils valent pas, ces opposants ne valent pas mieux ou plus que ces juges. Et l'État a été débouté plusieurs fois. Ça montre au moins que nous avons une justice debout, indépendante comme toutes les institutions. Mais manquer de respect, défier toutes les institutions, les chefs religieux, la justice, les forces de défense et de sécurité, l'administration territoriale. Mais c'est extrêmement grave. Birame Faye, avec les jurisprudences Khalifa Babacar Sall et Karim Meïssa Wade, est-ce que l'opposant Ousmane Sonko n'avait pas raison justement de se méfier de cette justice? Non et non. D'abord, cette présidentielle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la présidentielle la plus ouverte, en tout cas dans toute l'histoire politique du Sénégal. Nous avons déjà enregistré plus de 200, en tout cas, candidats déclarés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur l'affaire Mambay, par exemple? Mais Mambay est un Sénégalais qui a une épouse, des enfants, qui habite dans ce pays, qui a une histoire aussi. Vous vous levez un bon jour en tant qu'opposant, vous accusez publiquement quelqu'un qui a détourné l'argent public, l'argent du contribuable, un ministre de la République, qui utilise la justice pour se faire justice. Il n'a pas été violent ni agressif. Il est allé, comme on dit, pour se faire justice. Tout le monde devrait applaudir. Parce que si on accuse un ministre qui tient à ce que le droit soit dit, donc je pense que tout le monde devrait quand même applaudir et saluer cette démarche républicaine responsable. Et je rappelle aussi que Mambay a porté au moins 6 fois, il a porté plainte 6 fois. Pour les 5 plaintes, les gens sont venus lui demander, lui présenter des excuses et lui demander pardon. Et pour l'une des plaintes, c'est un organe, un site, ce sont de vos consoeurs et de vos confrères, ils ont été condamnés. Donc c'est la 6e plainte qu'il a faite contre Ousmane Sonko. Il n'a pas été capable d'apporter la moindre preuve, encore moins de rapport. Et dans ce cas de figure, si vous accusez quelqu'un, c'est à vous d'apporter des preuves. Si vous n'êtes pas capable d'apporter des preuves, le délit est consommé, il est automatique et il a été condamné. Donc il a fauté dans cette affaire. C'est la deuxième affaire, c'est l'affaire Adji Sarr. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Bon, en fait, c'est une série de, excusez-moi, de contre-vérités ou de mensonges, si vous voulez, d'actes illégaux et de défiance aux institutions, autant qu'elles sont. Voilà.
Et comment comprendre aujourd'hui, Birame Faye, qu'à chaque fois, les principaux opposants, les principaux opposants du régime en place aient tout le temps des problèmes avec la justice? Il n'y a pas de problème. Tous les hommes politiques, la plupart du temps, qui sont accusés partout dans le monde, parlent d'une justice à double vitesse. Ce n'est pas nouveau. Et depuis 60 à aujourd'hui, les hommes politiques ont été jugés et condamnés. Ils sont des Sénégalais comme tout le monde, ils ne sont pas des extraterrestres. L'état de droit, c'est ça. C'est le respect de la loi et du droit, du simple individu à la puissance publique. Je parlais de l'affaire Adji Sarr, c'est pareil. C'est une série d'actes illégaux. L'heure d'ouverture de la structure est illégale dans un contexte de couvre-feu. L'offre, le service... Oui, mais vous n'allez pas revenir sur ça quand même. Non, rapidement, le service donné aussi par la structure est illégal. Même la sortie que l'opposant a faite est illégale. Dans un contexte quand même de couvre-feu, il faut sortir pour des activités en conformité avec les missions de l'Assemblée nationale. Il était député à l'époque. Oui, mais même vous sortez, si vous avez le privilège de sortir, par exemple, s'il n'y a pas d'électricité ou s'il y a un accident, on ne le souhaite pas. Mais ce n'est pas pour des histoires personnelles. Et une série de mensonges également, c'est de la présence sur les lieux, l'assurance maladie, le montant de l'assurance, et ainsi de suite, et la défiance de toutes les institutions. Et il avait dit qu'il n'était jamais parti là-bas. Et c'est la même chose qui a été dite aussi par ses partisans. On s'est rendu compte que c'était faux. C'était vrai. Un homme responsable, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Surtout quand même si on est élu à un certain niveau de responsabilité, au niveau local comme au niveau national. Donc aujourd'hui, c'est des décisions que nous acceptons. C'est une justice quand même qui est indépendante et qui le prouve tous les jours. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous sommes des républicains, des légalistes. Et nous acceptons toutes les décisions de la justice. Encore une fois, je lance un appel quand même à ce que nos institutions, au-delà de la justice, que nos institutions soient respectées, quand même, consolidées, peut-être adaptées par rapport et modernisées même si vous voulez. Mais quand même que nos institutions soient respectées par les hommes et les femmes politiques et par tous nos compatriotes, que ce soit les forces de défense et de sécurité qui nous protègent tous les jours et qui assurent notre sécurité, l'administration territoriale et la justice, et même nos chefs religieux. Alors, vous suivez le jeu du dimanche sur iRadio, ITV, emedia.sn. Je vous rappelle que nous recevons M. Birame Faye, le tout nouveau ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. La semaine dernière, Macky Sall a dévoilé la composition du nouveau gouvernement dont vous faites partie, 39 ministres, un gouvernement de mission et de combat, selon le Premier ministre. Quelle est la pertinence justement de mettre en place un nouveau gouvernement à 4 mois de la fin d'un régime? Mais c'était obligatoire déjà. Avant de parler de la pertinence, c'était obligatoire de réaménager le gouvernement. Après le départ de Idrissa Seck et de son parti, qui avait 2 ministres au moins dans le gouvernement. Oui, mais c'était 2 ministres, on pouvait les changer, tout bonnement. Mais jusqu'à présent, c'est un réaménagement. Après la désignation de notre camarade Abdoulaye Daouda comme président du Conseil économique, social et environnemental, après la démission du gouvernement de Ali Ngouille Ndiaye pour être candidat à la consultation présidentielle 2024, donc après le départ d'autant de ministres, 4 ou 5 ministres quand même, c'était obligatoire de procéder au réaménagement du gouvernement. Donc c'est un réaménagement seulement obligatoire pour plus d'efficacité, d'efficience et de résultats au profit de nos compatriotes. Rien de plus. Alors quand le PM dit gouvernement de mission et de combat, ce sont des missions et des combats initiés et non accomplis depuis 2012 ou bien ce sont de nouvelles missions qui vous ont été assignées? Vous savez, le combat pour l'émergence, le combat pour le développement, c'est un processus. Même les pays développés se battent et sont dans des combats pour renforcer ces acquis-là. Donc c'est normal qu'on parle de gouvernement de combat et de mission. Travailler davantage pour alléger, en tout cas pour renforcer le coût de la vie, pour diminuer la cherté de la vie, je suis d'accord. Travailler davantage pour donner beaucoup plus d'emplois aux jeunes. Je l'ai dit tout à l'heure, 70-75% de nos compatriotes, c'est des jeunes. Nous sommes un pays dont la démographie est relativement jeune, contrairement aux pays développés qui sont des pays où la population est vieillissante. Donc nous devons travailler davantage à satisfaire les préoccupations, les besoins et les problèmes de nos compatriotes. C'est pourquoi les présidents, comme les chefs du gouvernement, ils ont tous parlé du gouvernement de combat et de mission.
Bien. Alors, en 2020, la création du ministère en charge de l'artisanat et de la transformation du secteur informel était une innovation majeure. Le secteur informel, vous l'avez dit tout à l'heure, poumon économique du Sénégal, représente environ 90% de l'emploi total, 40% du PIB. Est-ce qu'aujourd'hui, Birame Faye, l'explication de la recrudescence de l'immigration irrégulière ne se trouve pas justement dans les difficultés auxquelles sont confrontés ces secteurs? Bon, les difficultés sont partout. Encore une fois, beaucoup d'efforts ont été faits de façon globale, en particulier au profit des jeunes du Sénégal. Moi, j'ai dirigé l'emploi des jeunes, vous ne l'avez pas cité tout à l'heure dans la présentation. J'ai participé à l'élaboration du programme présidentiel, surtout au niveau de ces partis jeunesse et emploi. J'ai à diriger aussi l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes pendant 3 ans, au moins avant la fusion des structures. Et c'est une proposition qu'on avait faite à l'époque pour rationaliser, décentraliser et mettre beaucoup plus d'accent, beaucoup plus de moyens. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque où on parlait du printemps arabe, par exemple. Bon, le secteur informel est le premier secteur pourvoyeur, en tout cas, de revenus. C'est le premier secteur voilà, pourvoyeur d'emploi au Sénégal. Parce que le secteur artisanal, c'est pareil. Tout est artisanat, au fait, excepté la pêche, l'agriculture, la vente et l'achat. Tout le reste, toute activité, en tout cas, d'extraction, de production ou de transformation de biens ou de services est considérée comme activité artisanale. Nous avons plus de 120 corps de métier. Nous avons 1 million d'artisans répertoriés et existants dans le fichier. Maintenant, continuons à tenir des artisans non répertoriés et qui ne sont pas encore pour le fichier. Et ça constitue d'ailleurs un de nos premiers chantiers, avoir des statistiques fiables pour pouvoir prendre les meilleures décisions. La participation au PIB, au produit intérieur brut, dépasse les 10%. Donc, c'est 2 secteurs stratégiques, l'artisanat et le secteur informel. Et nous travaillons déjà sur des priorités, la consolidation de la stratégie nationale de développement de l'artisanat, la modernisation aussi des chambres des métiers et l'élargissement de leurs prérogatives, de leurs attributions. Parce que chez nous, la situation est un peu atypique. Les chambres des métiers constituent nos représentations régionales, contrairement aux autres missions, par exemple. Parce qu'il y a des lignes de financement qui existent, des mécanismes de financement créés et mis en place par les chefs de l'État au profit de l'emploi de façon globale, en particulier au profit du secteur informel et des artisans. Même aujourd'hui, mon ambition, c'est de travailler à ce qu'une ligne de crédit substantielle soit dédiée, en tout cas, à l'artisanat. Alors, comment comptez-vous, parce que l'artisanat, c'est important, la formalisation du secteur, il faut qu'on en parle. Comment comptez-vous réaliser la formalisation du secteur informel qui constitue, Birame Faye, un manque à gagner important pour l'État, car étant une importante source de revenus non déclarés? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai dit quand même que nous allons formaliser davantage le secteur, réorganiser le secteur, financer les artisans. En quoi faisant? Bon, pour le financement, il y a des lignes de financement, il y a des mécanismes de financement qui existent, des conventions qui sont signées à travers des conventions partenariales avec l'ADER, avec le FONGIP, avec le 3FPT, et ainsi de suite. C'est des lignes qui profitent aux artisans. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de lignes de financement, de crédits substantiels dédiés à l'artisanat. Nous allons travailler pour la mise en place de cette ligne de financement, de crédits dédiés à l'artisanat. Nous allons travailler aussi à renforcer la formation des artisans. Parce que jouer aussi, c'est Est-ce qu'il existe des programmes de formation pour les artisans? Bien sûr, nous avons même une direction de la formation. Il y a beaucoup de programmes. Mais jouer surtout sur l'articulation entre l'artisanat, en tout cas traditionnel, et l'artisanat moderne. Travailler davantage sur l'exportation et sur le consommé local. Donc voilà autant de chantiers, en tout cas, sur lesquels nous comptons travailler, au-delà du renforcement, en tout cas, de la modernisation des chambres de métiers et de l'élargissement de leurs attributions. Je l'ai dit tout à l'heure, chez nous, la situation elle est un peu atypique. Parce que les chambres de métiers constituent nos représentations régionales, contrairement à beaucoup de ministères. Maintenant, la première chose aussi, c'est renforcer la stratégie qui existe déjà. Et là, je rends hommage à mon prédécesseur qui a fait un travail quand même, voilà, qui va en tout cas profiter davantage au secteur, le docteur Papa Blagnaï. Donc, renforcer davantage la stratégie nationale de développement de l'artisanat. Parce que, vous savez, l'emploi des jeunes, l'emploi salarié ne peut pas prendre en charge beaucoup de jeunes. Et c'est partout dans le monde. Le développement de l'Allemagne, la base, c'est les entreprises familiales. Aujourd'hui, on a, bon, le privé comme le public, on est vers 500 000 emplois. On est vers 270 000, 300 000 emplois dans la fonction publique. C'est 18 millions de Sénégalais.
Donc, l'emploi salarié, c'est bien. Mais la solution à l'emploi des jeunes, c'est l'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat privé. Et la première solution à ce problème, c'est développer le secteur informel, formaliser le secteur informel, c'est renforcer l'artisanat. Parce que tout le monde est artisan, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, Birame Faye, au vu de la forte concurrence due à l'entrée en masse de produits étrangers, de l'installation de grandes marques, de l'invasion des produits chinois, surtout dans notre marché, quelles sont aujourd'hui les opportunités de commercialisation et d'exportation pour les artisans sénégalais? Vous savez, le monde est un village planétaire. Le Sénégal exporte, comme le Sénégal importe, même si nous venons aussi à l'équilibre de la balance commerciale. Je l'ai dit tout à l'heure, parmi mes principales priorités figure en tout cas l'exportation de nos produits artisanaux. Parmi nos priorités aussi figure en tout cas le renforcement de la consommation locale. Par exemple, le président a mis en place un programme de mobilier national. Travaille à ce que tous les ministères quand même utilisent nos produits. Travailler à faire intéresser les Sénégalais et les Sénégalaises aux produits fabriqués au Sénégal. Réserve une part importante à la commande. Mais bien sûr, je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont artisans et qui ne le savent même pas. Donc il faut aussi avoir des statistiques fiables. Nous avons une direction des statistiques que nous allons renforcer. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui n'est pas agriculture, pêche, achat et vente, c'est l'artisanat. Tout. Donc toute activité d'extraction, de production et de transformation de biens ou de services est considérée comme activité artisanale. Alors, parmi les attributions du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, il y a assisté et accompagner la formalisation et le renforcement des capacités des unités du secteur informel. Monsieur le ministre de l'Artisanat, quelle est la cohérence de donner une telle attribution à ce ministère quand on sait qu'il existe un ministère en charge de l'artisanat? Bon, le gouvernement est par essence collégial et solidaire. Et le président l'a rappelé même avant-hier en Conseil des ministres pour nos collègues qui venaient d'arriver. Donc, il ne peut pas y avoir de redondance, de télescopage ou de conflit d'intérêts entre des collègues ministres dans le cadre de la répartition contenue dans le décret de répartition des services de l'État. Donc, il y a toujours une différence entre les missions et nous travaillons dans le cadre d'une complémentarité de façon collégiale et solidaire. C'est un collègue, on ne peut pas y avoir de problème. On va travailler ensemble. Parce que nous sommes une équipe, nous sommes un collège, nous travaillons pour les mêmes objectifs, nous sommes embarqués dans le même navire et nous bénéficions de la confiance de celui qui bénéficie du suffrage universel. Donc on ne peut pas y avoir de problème sur ce plan-là. Et comment comptez-vous travailler justement dans ce sens? Est-ce qu'il ne va pas un tout petit peu toucher à vos attributions, vous aussi toucher... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je l'ai dit tout à l'heure, sur la ligne de crédit de financement, il y a des lignes qui financent les artisans. Mais j'ai dit que je vais faire plus et mieux. Je veux une ligne dédiée aux artisans. Donc, il ne peut pas y avoir de problème sur ce plan-là. Nous allons travailler avec tous les ministères. Parce que quand même, l'artisanat, c'est un secteur qui est transversal. Nous sommes tous des artisans, nous avons tous des artisans dans nos familles. Tout le monde est artisan pratiquement. Tout ce qui n'est pas pêche, agriculture et achat et vente est considéré comme activité artisanale. Au Sénégal, on parle de 1 million d'artisans. Mais en vérité, les artisans qui ne sont pas répertoriés et qui ne sont pas dans le fichier dépassent de loin ce nombre-là. Donc nous sommes vers 2,5 millions ou plus de 3 millions d'artisans. Le secteur informel, c'est pareil. Presque tout le monde est dans le secteur. 90% de l'économie, quand même, c'est le secteur informel. Donc nous allons travailler à moderniser ce secteur, à l'organiser, à le formaliser, pour quand même que les jeunes puissent rester dans ce pays et travailler et participer à la construction de l'État. Alors, en 3 mois, quelles sont vos 3 priorités pour les artisans sénégalais? En 3 mois, vous avez 3 mois pour gérer les artisans sénégalais. Quelles sont vos 3 priorités? Bon, de toute façon, nous allons gagner la présidentielle, Inch'Allah, s'il plaît. On verra la mission bien. va continuer. Et quel que soit ce qui va se passer aussi, c'est l'État et la continuité. L'artisanat d'abord, la stratégie de développement de l'artisanat. Nous allons consolider cette stratégie. Nous allons moderniser, renforcer et élargir les attributions des chambres des métiers du Sénégal. Voilà. Nous allons travailler aussi à avoir des statistiques fiables dans le secteur. Parce que nous n'avons pas encore. Nous allons travailler aussi à dématérialiser le secteur. Nous allons également travailler à mettre en place une ligne de crédit de financement dédiée, propre à l'artisanat et au secteur informel. Nous allons travailler
à développer l'exportation de nos produits. Nous allons travailler à renforcer la consommation locale. Nous allons réorganiser le secteur. Nous allons le formaliser. Nous allons vraiment être au service exclusif des artisans et du secteur informel. Et qu'est-ce que vous allez faire pour contrôler l'entrée de certains produits dans nos marchés, des produits qui ont l'entrée de ces produits qui ont quand même un impact sur le chiffre d'affaires, sur les activités de nos artisans? Mais j'ai déjà répondu à la question. Le monde, c'est un village planétaire. Nos produits entrent dans les autres marchés internationaux et mondiaux. Oui, mais vous avez quand même quelque chose à faire pour protéger l'artisanat. Protéger l'artisan, protéger le travailleur sénégalais. Vous n'allez pas, c'est pas parce que le monde est un village planétaire que vous allez laisser les produits entrer n'importe comment. Il y a des programmes déjà établis. Il y a le programme du mobilier national avec 15% qui profite directement aux artisans. Les blouses aussi, 10 milliards par an au profit de l'école sénégalaise. Ce sont nos artisans. Donc le président a mis en place des programmes spécifiques dédiés aux artisans. Donc ils sont en train d'être protégés. Nous allons renforcer cette protection par rapport à une ligne de crédit dédiée à eux, par rapport à l'exportation et par rapport à la consommation locale, le mobilier national, les blouses dans le domaine de l'éducation, des statistiques fiables, la modernisation des chambres de métiers, l'élargissement de leurs attributions, la formalisation en tout cas du secteur. Mais surtout, disposer encore une fois, parce qu'on ne peut pas, pour décider, il faut avoir la bonne information. On va travailler à disposer en tout cas de statistiques fiables dans le secteur de l'artisanat comme dans le secteur informel. Bien. Birame Faye, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes. Le JDD, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.